Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le monde de Merlin. Je m'appelle Jérémy et je suis très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Vidéo qui ne sera pas un tutoriel cette fois-ci, mais plutôt une démonstration de peinture. Je vais essayer de vous montrer, avec quand même quelques explications, comment j'ai peint ce buste. Deux choses que je voulais souligner avant de commencer. La première, c'est que j'ai plutôt l'habitude de peindre des figurines de Wargame, c'est-à-dire des échelles de 28, 32 et parfois 40 mm. C'est seulement la deuxième fois que je fais un buste et donc justement c'était l'occasion de pratiquer un petit peu, de m'entraîner et puis aussi de tester des nouvelles techniques que j'ai pas l'habitude de faire sur les petites échelles. Le buste en question vient de Loot Studio, des créateurs de figurines qui sont bien connus dans le monde de la création 3D. Je l'ai imprimé avec mon Anycubic Photon S, une imprimante d'ancienne génération mais qui convient parfaitement pour ce genre de projet. L'autre point que je voulais souligner, c'est que c'était aussi pour moi l'occasion de tester pour la première fois la nouvelle gamme de peinture Warpaint Fanatics d'Army Painter. Alors c'est pas une vidéo revue de produit parce que j'ai pas eu le temps encore de beaucoup pratiquer avec cette peinture là, mais l'ensemble de la figurine que je vais vous présenter a été faite avec des peintures Wargame Fanatics. Voilà, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut en faire. Ce que je peux déjà vous dire par contre, c'est que ces peintures là, elles fonctionnent très bien et qu'elles ont maintenant une place permanente sur mon établi. Voilà pour ce qui est de l'introduction, donc je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux et sur Patreon avec les liens qui vont s'afficher juste là. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, très bon visionnage et à tout à l'heure. Alors comme je le disais dans l'introduction, le buste vient de Loot Studio. La sculpture en elle-même est vraiment réussie, mais c'est surtout ces petites textures de peau et d'écailles qui m'ont convaincu. Ça va permettre de s'amuser un peu avec les lumières et de créer des volumes intéressants. En plus de ça, il y a des parties en métal, en cuir et en os, donc de quoi jouer avec des textures différentes. Je commence avec une sous-couche noire, toute simple, que j'applique à l'aérographe. Le problème avec la sous-couche noire, c'est qu'on ne distingue plus vraiment les petits détails. Du coup, avant de passer à la suite, je pose une lumière zénithale avec du blanc pur pour justement faire ressortir tous les petits volumes. C'est pas un pré-ombrage à proprement parler parce que je vais tout recouvrir plus tard avec des peintures opaques. C'est plus une forme de préparation pour mieux visualiser ce que je vais faire plus tard. Mais avant de passer à la suite, j'ai préparé un petit schéma pour vous expliquer comment je vais positionner mes lumières. L'intérêt de peindre une impression 3D, c'est qu'on a le fichier et qu'on peut jouer avec pour faire quelques essais de lumière ou de couleur avant de se lancer dans la peinture. J'ai fait ça avec le logiciel Blender, qui est totalement gratuit et que je commence à connaître, en tout cas dans les grandes lignes. Donc voilà à peu près l'angle à partir duquel la figurine sera observée dans ma vitrine. Et mon but, c'est d'avoir une lumière asymétrique, plus intense sur la partie gauche du personnage, où il y a des éléments métalliques, alors que la partie droite sera plus sombre. Alors je ne vais pas faire les ombres projetées comme on peut le voir ici, parce que ça compliquerait beaucoup le travail de peinture, et c'est pas mon objectif pour ce projet en particulier. Mais en tout cas, voilà, je vais positionner ma source de lumière principale légèrement au-dessus du personnage et légèrement sur sa gauche. Et donc je peux déjà repérer les zones qui seront les plus lumineuses et utiliser ça comme référence pour la suite. Pour ce qui est des couleurs, je commence avec les ombres en utilisant du Angel Green. Je vais ensuite monter les lumières avec du Green Skin puis avec du Ice Yellow pour obtenir une lumière chaude. Je commence donc à poser mes couleurs en essayant de respecter la position de la lumière principale. Les ombres vont plutôt se former sous les volumes des muscles, sous la tête et sous les pièces d'armure. Comme la lumière principale se situe au-dessus et à gauche de la figurine, les ombres sur la partie droite sont plus larges et plus étendues. Et ensuite, je viens dessiner les zones lumineuses avec du green skin. Pour le moment, je ne m'attarde pas sur les micro-détails, je simplifie dans ma tête les différents volumes pour faire ce qu'on appelle la lumière globale. Plus tard, je reviendrai sur chaque zone pour affiner la lumière et dessiner les petits volumes un par un. Je viens ensuite connecter les deux couleurs avec un mélange 50-50 de Green Skin et d'Angel Green. Pour le moment, je travaille encore avec des aplats tout simples. Le but, c'est de créer rapidement une bonne base pour les transitions et je reviendrai plus tard pour affiner le travail. Ensuite, je viens pousser la lumière un cran au-dessus avec un mélange Green Skin et Ice Yellow. Mêmes endroits que précédemment, mais cette fois en couvrant une zone plus petite. Je mets des coups de pinceau un peu grossiers pour créer la texture et donner un aspect organique à la peau.
Puis j'ajoute encore plus de Ice Yellow au mélange pour augmenter encore le contraste. Je fais en sorte de poser les lumières les plus intenses proches de la source lumineuse, donc plutôt sur le haut de la figurine et sur la partie droite essentiellement. Pour faire simple, plus on s'éloigne de la source de lumière, plus les zones lumineuses seront petites et moins le contraste sera fort. Maintenant, je viens appliquer du Ice Yellow pur sous forme de glacis pour lisser les transitions vers les zones lumineuses. À partir de maintenant, je commence à rentrer dans le détail, c'est-à-dire à peindre chaque petit volume indépendamment de manière à former les lumières locales. Je continue aussi à créer de la texture, je forme des petites lignes et des petits points de lumière pour accentuer les plis de la peau et les écailles. Je fais aussi des allers-retours entre les différentes couleurs de ma palette pour corriger le contraste quand c'est nécessaire ou pour accentuer certains volumes. Et j'en profite aussi pour lisser les transitions là où il y en a besoin. Pour ce genre de projet, il n'y a pas vraiment un chemin précis à suivre pour arriver au résultat final, c'est plutôt un va-et-vient permanent entre différentes étapes. C'est important d'être flexible, de prendre le temps de regarder ce qu'on fait et de réajuster ou de refaire quand ça va pas. C'est pour ça que je disais dans l'introduction que cette vidéo n'est pas vraiment un tutoriel mais plutôt une démonstration de comment je m'y suis pris. Avec les lumières en place, je me rends compte que les ombres sont un petit peu trop ternes à mon goût. Je vais donc les enrichir en utilisant du magenta, en plus de l'angel green. Je veux un effet subtil, donc j'applique un glacis très fin, seulement dans les zones les plus sombres. Mais c'est suffisant pour apporter un petit peu de vie à la peau sans casser le schéma vert. Je continue ensuite avec le reste de la figurine en suivant le même concept. Comme la peinture met un peu de temps à sécher et que les volumes sont simples, j'utilise principalement la technique de la peinture dans le frais. Je n'ai pas souvent l'occasion d'utiliser cette technique avec les petites figurines de 32 mm, donc ça me permet de pratiquer un peu tout en étant plus rapide. Pour le visage, je fais pareil, mais j'essaye de travailler un peu plus en détail, parce que c'est un des éléments qui va attirer le plus le regard. Comme pour le reste du corps, j'essaye de respecter au mieux le positionnement de la source de lumière, avec une partie du visage dans la lumière et l'autre plus sombre, avec des ombres plus larges. Et comme avant, je pose d'abord les lumières globales, de manière relativement grossière, et ensuite je viens affiner les détails au fur et à mesure du processus de peinture.
Le visage en soi n'est pas très expressif, mais il y a beaucoup de micro-détails qui le rendent intéressant. Du coup, j'essaye au maximum de les mettre en valeur en posant un dégradé de lumière sur chacun d'entre eux. La peau est maintenant terminée, plus ou moins en tout cas, et je passe ensuite aux éléments en cuir. Je vais d'abord utiliser du Oak Brown pour la couleur de base. Je cherche à obtenir un rendu du type imaginaire, médiéval fantastique, donc j'utilise plutôt des couleurs très saturées pour les ombres et les tons moyens. En plus de ça, le Oak Brown est un marron qui est riche en teintes rouges, donc ça contraste bien avec la peau verte. Ensuite, je vais monter les lumières avec du Desert Yellow et de l'Ancient Stone. J'applique la peinture de manière grossière au début pour créer une sorte de texture aléatoire pour le cuir. Puis, je vais augmenter la luminosité en essayant de suivre la texture posée juste avant pour créer de la profondeur et du réalisme. Pour les grosses écailles osseuses, je pars sur un mélange à base de Army Green avec un peu de noir et de magenta, pour obtenir une sorte de gris verdâtre. Je vais ensuite éclaircir chaque écaille avec de l'Army Green, puis du Necrotic Flesh, en respectant bien l'orientation de la lumière.
Je vais ajouter progressivement du Ice Yellow au mélange pour pousser la luminosité avec le plus de contraste au niveau des zones proches de la source de lumière. Pour les bandages au niveau des poignets, je vais utiliser du Desert Yellow et de l'Ancient Stone. Je passe rapidement sur cette étape pour le moment parce que je vais tout refaire plus tard avec d'autres couleurs. Le résultat est un petit peu trop jaune et je trouve que ça ne fonctionne pas très bien avec le reste de la figurine. Je vais ensuite m'occuper de la ceinture en cuir, avec cette fois une recette différente. Je vais créer ce qu'on appelle un gris d'artiste, en mélangeant deux couleurs complémentaires, ici le rouge et le vert. Le mélange paraît marron quand il est frais, mais il devient beaucoup moins saturé et plus sombre une fois sec. Je vais ensuite augmenter la lumière en ajoutant de l'Ancient Stone au mélange. J'aurais pu certainement obtenir un résultat similaire avec une peinture déjà existante, mais je voulais tester le concept du gris d'artiste et voir comment ça se met en place. C'est assez rigolo de voir ce que ça donne en sachant que je suis parti d'un rouge pur et d'un vert pur. Pour la sacoche en cuir, j'utilise la même recette que pour la lanière en travers du torse, un schéma à base de Oak Brown, de Desert Yellow et d'Ancient Stone. Mais cette fois je reste dans des teintes plus sombres puisqu'on est loin de la source lumineuse et partiellement caché par le reste du corps. Pour le fourreau du couteau, j'essaie une autre recette de cuir avec cette fois un schéma à base de noir, de Oak Brown et d'Ancient Stone.
Alors comme je le disais plus tôt, je suis pas du tout convaincu par les bandes de tissu jaune autour des avant-bras. Du coup, je vais tout refaire avec une recette différente. Je pars sur un schéma plus vert à base de Army Green, avec du noir pour les ombres et des Lancet Stone pour les lumières. Ce mélange à base de verre désaturé fonctionne beaucoup mieux et est beaucoup plus cohérent avec les autres parties de la figurine. Et je vais ensuite m'attaquer aux parties métalliques, en commençant par l'argent, à base de noir, de deep grey, de bright saphir et de blanc. Je vais suivre plus ou moins la même méthode que j'ai présentée dans ma vidéo de NMM simplifié. Je commence avec un mélange sombre de deep grey et de noir. J'ajoute ensuite du bleu saphir pour dessiner les zones lumineuses sans trop m'attarder sur la finesse des transitions pour le moment. J'augmente ensuite la luminosité avec plus de bright saphir, puis en ajoutant progressivement du blanc au mélange. Le but c'est de donner l'impression de métal cabossé, donc avec des coups de pinceau, j'essaie de faire apparaître des bosses, des creux et des fissures. Je passe ensuite aux éléments en or avec une base Army Green et Desert Yellow, puis Demonic Yellow et Ice Yellow. Pour faire de l'or, le concept est le même que pour l'argent ou les autres métaux. L'idée c'est de bien poser les reflets, mais aussi de faire attention à leur forme, leur taille et leur intensité lumineuse. Tout est expliqué en détail dans ma série de vidéos sur le métal non métallique simplifié. Voilà, vous trouvez les liens en description. J'ai l'habitude de faire les métaux non métalliques avec mes peintures Vallejo. Mais c'est intéressant de casser ces habitudes de temps en temps, ça permet de trouver des nouvelles formules qui fonctionnent bien. Et je trouve que c'est le cas avec cette nouvelle gamme de peintures.
Pour les autres éléments de la figurine, les dents, les cornes et autres décorations, j'improvise avec ce que j'ai sous la main. Mais j'essaye de garder plus ou moins les mêmes pots de peinture pour que ça reste cohérent avec l'ensemble. En réalité, pour ce type de personnage fantastique, tout fonctionne plus ou moins du moment que les lumières et les niveaux de contraste sont cohérents les uns avec les autres. Je reviens ensuite sur le visage pour affiner les détails et faire les yeux. Alors maintenant que je vois les images, je me dis que j'aurais pu essayer de faire des yeux un peu plus élaborés. Mais au final, c'est surtout les parties en or qui attirent le regard, donc c'est pas dramatique si le visage n'est pas parfait. Pour les cornes, j'utilise une base de marron désaturé avec du gris, que je vais d'éclaircir avec du Desert Yellow et de l'Ancient Stone. Les cornes ont une forme intéressante, avec 3 sortes de rouleaux qui s'entrelacent vers la pointe. J'essaye de mettre ça en valeur au moment de poser les lumières globales. Plus je monte dans les lumières, plus j'insiste sur la texture, en particulier les petites stries perpendiculaires à la direction de la corne. Je fais ensuite un lavis bien dilué à base de Strong Tone pour amplifier le contraste et faire ressortir les ombres des micro-textures. Maintenant que la tête est quasiment terminée, je me rends compte que le visage manque un petit peu de vie et de couleur. Je décide donc de venir teinter les ombres de la peau autour des yeux et du nez avec une encre violette très diluée. Et je viens une fois de plus faire quelques retouches de lumière pour affiner certains détails.
On arrive enfin sur la dernière étape avec la hache de guerre, que j'ai choisi de faire essentiellement en métal argenté comme pour les épaulières, mais cette fois-ci un peu plus sombre. J'utilise la même approche que pour les armures Space Marine que j'ai montré dans mes autres vidéos. Donc je dessine d'abord des reflets primaires, secondaires et tertiaires avec un dégradé en escalier, et ensuite je viens lisser les transitions. Dans ce cas précis, la hache est positionnée un petit peu à l'écart de la figurine. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à en faire un objet central. En tout cas, je ne veux pas que ça attire trop l'attention, donc je ne vais pas aller très loin dans les détails et les micro-textures, et je ne vais pas utiliser de couleurs trop vives qui attirent l'œil. Je préfère que l'attention soit portée sur le torse et l'épaulière, où on a des éléments en or brillant avec des couleurs très chaudes par rapport au reste de la figurine. Mais évidemment, ça dépend de la sculpture, de comment les différentes parties sont agencées les unes par rapport aux autres, et surtout ça dépend de ce qu'on veut en faire. Mais ça reste important de définir, de préférence avant de commencer la peinture, où est-ce qu'on veut attirer l'attention et quels sont les éléments qui doivent rester en retrait. Je ne cherche pas forcément à faire des transitions parfaites, le but c'est de donner un effet de métal vieilli et usé, donc c'est pas plus mal d'avoir des transitions un petit peu saccadées avec de la texture un peu chaotique. Une fois l'effet métallique en place, je vais apporter un peu de profondeur avec un glacis marron pour les ombres. Et du côté des lumières, je vais faire un autre glacis avec du blanc et du jaune, juste pour donner un petit peu de caractère au métal. Et pour finir, je viens poser un point de lumière très intense au niveau du reflet principal sur la lame, qui déborde un petit peu sur la zone d'ombre. Et voilà le résultat final. Ça m'a pris entre 20 et 25 heures de peinture je dirais, donc un projet finalement assez rapide au vu de la taille de la figurine. Alors c'est loin d'être parfait, on pourrait y passer plusieurs heures ou plusieurs dizaines d'heures supplémentaires pour affiner certains détails, rééquilibrer un certain nombre de choses, mais en tout cas je me suis bien amusé, j'ai pu refaire un certain nombre de techniques que j'avais plus fait depuis longtemps, notamment sur les petites échelles de figurines, et donc finalement j'ai rempli mon objectif. Et au final c'est ça qui est le plus important. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter et à me suivre sur les réseaux. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, passez une très bonne fin de journée.